Dans le milieu de la course automobile, il y a des événements qui se distinguent des autres, et particulièrement 3 d'entre eux. Le Grand Prix de Monaco, les 500 miles d'Indianapolis et les 24 heures du Mans. Et parmi ces 3, il y en a un qui est au-dessus du lot. Aucune épreuve automobile n'attire autant de monde, autant de passion que les 24 heures du Mans. De 1923 à 2023, c'est 100 ans d'existence, 100 ans de folie, 100 ans d'histoire. On reprend justement le fil de notre histoire avec cette deuxième partie. On vous souhaite un bon épisode. Le 11 juin 1955, à 18h28, Pierre Levegh s'envole dans les tribunes à la suite d'une incompréhension. Sa Mercedes 300 SLR explose et fauche une centaine de personnes. On déplore 82 morts. Pendant que la plus grande course du monde continue comme si ne rien n'était, Alfred Neubauer contacte ses supérieurs à Stuttgart. Bilan, alors qu'ils sont en tête avec Juan Manuel Fangio et Stirling Moss, les flèches d'argent se retirent et quittent le circuit avant la fin de la course. Mike Hawthorne prend le volant d'Ivor Buick dans les dernières minutes de course et remporte les 24 heures du Mans avec sa Jaguar Type D. Encore aujourd'hui, il s'agit de l'accident le plus grave du sport automobile. En réaction à ce drame, le sport automobile en prend un coup. L'opinion publique change vis-à-vis de cette pratique, notamment en France. La mythique Carrera Panamericana sera désormais interdite et la Suisse interdira toute compétition automobile sur circuit. Le Grand Prix de Suisse de Formule 1 tenu à Bremgarten ne reviendra jamais. L'AAA, l'American Automobile Association, qui organise les 500 mètres d'Indianapolis, stoppera son activité. De plus, plusieurs autres pays, notamment la France et l'Allemagne, arrêteront leurs courses. Les 24 heures du Mans sont plongées dans la tourmente. De plus, Mercedes se retire de la compétition automobile à la fin de la saison 55, officiellement pour concentrer ses efforts sur la production de voitures de série. Ils ne reviendront à la compétition qu'à la fin du siècle. Quant aux pilotes, cet accident marque un tournant. La sécurité devient une priorité aux yeux de tous. Pierre Bouillin, dit Pierre Levegh, vivait un rêve éveillé en cette édition 55, lui qui passa tout proche de la victoire en 52 en solitaire. Il est mort à 49 ans et est enterré au cimetière du Père-Lachaise. Lance McLean, qui fut surpris par l'agissement irrationnel d'Hawthorne, continuera de courir. Mais quelques mois plus tard, au Tourist Trophy, il est impliqué dans un nouvel accident qui tuera 2 autres pilotes. C'en est trop pour le Britannique, il met un terme à sa carrière et décédera le 29 août 2022. Mike Hawthorne, jugé responsable de cet accident, continuera bien évidemment sa carrière. Il ne remportera plus jamais les 24 heures du Mans, mais deviendra champion du monde de Formule 1 en 58, le premier pilote britannique titré en Formule 1. Il se tuera quelques mois plus tard au volant d'une Jaguar 3 litres 4 Mark I, en faisant une course sur la route contre son ami Robert Walker sur Mercedes 300 SL. Une fin ironique. Quant à Juan Manuel Fangio, il ne reviendra plus jamais aux 24 heures du Mans, mais remportera le titre de F1 1955, 56 et 57, devenant 5 fois champion du monde et affirmant son statut de meilleur pilote du monde. Mais ce statut ne s'acquiert pas uniquement en remportant des courses. Comme à Monaco en 1950, Fangio a fait parler son instinct hors du commun. Dans la folie d'un début de course à couteau tiré contre Hawthorne, il a interprété le signe de son équipier Levegh de la meilleure des façons. Lancé à 250 km/h, comprenant l'évolution de la situation, il a ralenti et il est passé au travers de cet accident. Ce geste lui a sauvé la vie. Juan Manuel Fangio et Stirling Moss auraient sans doute remporté l'édition de 55 et ils font partie de ces pilotes emblématiques à qui il manque une victoire en 24 heures du Mans. Braking. We normally take these S's in second gear. I've got to be a little careful today because quite a lot of traffic on the road. Accelerating up to Death Rouge. La course ne s'arrête jamais, pas même après la mort de 82 personnes. En 1956, la CO fait des aménagements sur ce circuit. Les stands sont reconstruits plus loin afin d'élargir la zone des pits, la courbe Dunlop est modifiée et des aménagements divers sont faits pour le public. Un public qui revient encore plus nombreux en 56, l'effet boomerang. En l'absence de Mercedes, Jaguar est évidemment favori. De leur côté, les règlements sont modifiés et on ne reverra jamais plus d'exploits tels que ceux de Sommer, Rosier ou Levegh. Aucun pilote ne peut désormais passer plus de 14 heures derrière le volant. Bien que favorite,
Les Jaguars se font une frayeur dès les premiers tours avec un accrochage entre 3 voitures qui en met 2 hors course. Les deux officiels en plus, les privés s'en sortent. Elle résistera à la Aston Martin de Sterling Moss et Peter Collins pour s'imposer. La Type D s'impose une nouvelle fois. Nigel Sanderson et Ron Flockhart sont vainqueurs. Surprise en fin d'année, Jaguar annonce qu'il quitte la compétition. Du moins pour une saison, et ça concerne l'équipe officielle. Derrière, la concurrence se rapproche. Ferrari veut à nouveau s'imposer, mais il ne faut pas non plus sous-estimer Maserati ou Aston Martin. Ferrari prendra l'avantage en début de course avec Collins, puis c'est Hawthorne qui prend la relève. L'Anglais dépasse les 200 km/h de moyenne sur un tour avant d'améliorer son record à 203 km/h. C'est hallucinant. Mais les concurrents de Jaguar partent les uns après les autres et on assiste à un quintuplé pour la 5e victoire de la marque. Ivor Bube s'impose une deuxième fois, tout comme Ron Flockhart. Mais une chose totalement folle s'est produite pendant ces 24 heures. Roger Masson, qui ne termine que 16e, signe pourtant un véritable exploit. Il tombe en panne sèche dans les Hunaudières. Croyez-vous que ce soit fini? Non, il va pousser sa voiture. Ouais. Depuis les Hunaudières, il va pousser sa voiture jusqu'au stand. 8 km de poussée. Alors certes, les Lotus étaient toujours très légères, enfin quand même. En 1h30, il s'acquitte de la tâche, il revient au stand, la voiture peut repartir. Bref, avec cette 5e victoire, Jaguar égale le record de Bentley. Cette course appartient aux Anglais. Mais Jaguar veut être seul en tête. Cependant, la réglementation change. Les cylindrées sont limitées à 3 litres. Ferrari débarque avec 10 voitures, Jaguar 5, Aston Martin 4. Mais l'arbitre de cette course, c'est la pluie, incessante pendant 24 heures, qui provoque bon nombre d'abandons et ternit le spectacle. Les pilotes doivent se contenir et rester sages. À ce jeu, 2 voitures se distinguent. La Jaguar d'Ivor Bube et Duncan Hamilton contre la Ferrari 250 d'Olivier Jean-Debien et Phil Hill. Mais en fin de course, Hamilton sort de la piste à harnage et se blesse à la jambe. C'est terminé, Jaguar ne battra pas le record de Bentley et Ferrari s'en va vers une 3e victoire dans la Sarthe. Aston Martin termine une nouvelle fois 2e. 3e, on retrouve Porsche, qui avec sa 718 RSK Spider décroche son premier podium au général. Les Jaguars sont battus, Ferrari a pris le dessus. Mais durant l'édition de 59, les Rouges sont victimes de plusieurs problèmes. Après avoir mené le début de course avec Sterling Moss, Aston Martin reprend les commandes en fin d'épreuve avec Roy Salvadori et Carroll Shelby. La DBR1 offre enfin à Aston Martin son succès tant attendu au double tour d'horloge. Au final, la défaite de 1959 ne sera qu'un contretemps pour Ferrari. Les deux Belges, Olivier Jean-Debien et Paul Frère, s'imposent en 1960. Puis c'est le retour du duo Jean-Debien-Hill en 1961, ce qui permet à Ferrari d'égaler le record de 5 victoires détenues par Bentley et Jaguar. Puis de le dépasser en 1962. 6 victoires, cette 6e se fait avec Jean-Debien et Hill encore une fois. 3e victoire pour Phil Hill et 4e pour Olivier Jean-Debien qui prend le record de victoire pour les pilotes. En 1963, étonnamment, les 24 heures du Mans s'offrent leur toute première séance de qualification. Et oui, jusque-là, l'ordre de la grille de départ était donné en fonction de l'ordre décroissant des cylindrées. Les plus grosses devant, les plus petites derrière. Désormais, c'est bel et bien le chrono qui va déterminer l'ordre de la grille de départ et c'est Pedro Rodriguez qui s'offre cette toute première pole position à bord de sa Ferrari 330 Testarossa en 3 minutes 50 secondes 9 dixièmes à près de 210 km/h de moyenne. La pole position pour une course de 24 heures, ça n'a pas tellement d'importance. Mais un peu quand même, c'est très spécial. 2022 était la 90e édition des 24 heures du Mans, mais la 59e comptant une séance de qualification. Sur ces 59 éditions, la voiture partie en pole position ne s'est imposée que 13 fois, soit 22%. Ce n'est pas déterminant pour la course, mais c'est important pour le pilote et le constructeur. C'est là où vous pouvez pousser votre voiture à 100%, montrer que vous êtes le plus rapide, que votre voiture est la plus rapide. C'est une question de prestige. Entre 1975 et 1983, Jackie Hicks a décroché 5 fois ce Graal, c'est le record. Kamui Kobayashi a lui montré sa vitesse à 4 reprises et qui a d'ailleurs pris le record absolu du circuit en 2017. 3,14,791. Capello, Sarrazin et Wolek sont à 3. Côté constructeur, Porsche en compte 18. 10 de plus que les deuxièmes Audi et Toyota. Depuis 1963, il n'y a eu que 4 exceptions à cette règle de la pole position acquise par le meilleur chrono absolu. Et cette première exception se situe en 1980. Cette année-là, la position de chaque voiture sur la grille était déterminée par la moyenne des meilleurs temps de chacun des pilotes de l'équipage. C'est donc la Rondo numéro 15 de Pescarolo Ragnotti qui s'est retrouvée en pole position, alors que le meilleur chrono absolu avait été signé par Fitzpatrick sur une Porsche 935. Mais les temps de ses deux coéquipiers ont fait descendre le chrono moyen de sa voiture, elle s'est retrouvée deuxième seulement. La deuxième fois où cela s'est produit, c'est en 1991, où les 10 meilleures places de la grille étaient réservées au Sport 3,5 litres.
Les Peugeot, qui se sont donc retrouvés en pole position, n'avaient pas réellement signé le meilleur temps des essais. Enfin, en 1996 et 97, on a séparé la grille de départ en 2 rangées, une à gauche pour les protos, l'autre à droite pour les GT. Depuis 2020, la pole position aux 24 heures du Mans est déterminée lors d'un format hyperpole où les 6 meilleurs de chaque catégorie se tirent la bourre pour le meilleur temps. Mais revenons en 1963. Alors que John Surtees et Willie Maires mènent la course, leur Ferrari 250 prend feu après un ravitaillement. Maires repart avant de s'immobiliser au est de la forêt. Il est brûlé au bras, mais une Ferrari en cache une autre. Ludovico Scarfiotti et Lorenzo Bandini, un duo italien, offrent une nouvelle victoire italienne à Ferrari, la 7ème de la Scuderia. Il règne en maître sur Le Mans. De plus, dans cette édition, le cap des 300 km/h de vitesse de pointe a été franchi. 8e succès pour Ferrari en 1964, cette fois-ci avec Nino Vaccarella et Jean Guichet. En 1965, la Scuderia s'impose une 9e fois, mais cette victoire cache quelque chose. Ah oui, Jules, tu fais probablement allusion à la fameuse légende du pilote fantôme. Jochen Rindt et Mastern Gregory n'auraient pas gagné à 2, mais à 3. Ed Hughes, le pilote de réserve de l'équipe, aurait pris un relais sur le coup de 4 h du matin pour soulager la mauvaise vision nocturne de Mastern Gregory. Ouais, du moins faut nuancer, parce que cette histoire elle vient de Hughes lui-même. Bien des années après que Chinetti, son patron ou ses coéquipiers ne soient décédés, ce qui ne leur laissait aucune possibilité de démentir. De plus, aucun des témoignages de l'époque ne vient corroborer son histoire. Personne ne l'a vu prendre le volant de la voiture. Une récente enquête menée par Doug Nye et Louis Monnier démontre point par point son affirmation. Il est impossible qu'il ait pris un relais sur cette voiture sur le coup de 4 h du matin. Enfin, comme l'a récemment affirmé le fils de Luigi Chinetti, Coco Chinetti, jamais durant la course, Ed Hughes n'a été vu par le team en combinaison de pilote. Il y a donc fort à douter qu'il ait pu réellement prendre un relais sur la voiture. Donc Ed Hughes a probablement monté un bateau qui lui a donné une petite notoriété, mais on est là dans le domaine de la légende. Drôle de façon pour Ferrari de remporter sa 9e victoire dans la Sarthe. La domination Ferrari va être perturbée par un autre constructeur. Ce dernier tient à tout prix à battre ces maudites voitures rouges et ça va donner naissance à l'une des périodes les plus disputées des 24 heures du Mans. Au début des années 60, Ferrari est fauché. Le Commendatore n'a plus d'argent, mais ça ne l'a pas empêché de gagner en F1 et au Mans. Mais malgré tout, les comptables, ils tirent la gueule. Dans le même temps, Ford veut se développer en Europe et rajeunir son image de marque. Henry Ford II pense alors au sport automobile pour redonner une image à l'entreprise familiale. Pour cela, il pense d'abord à racheter Ferrari. C'est le constructeur qui domine les 24 heures du Mans, ce n'est donc pas idiot. Les négociations commencent en 1923, mais Enzo, il fait un petit peu traîner. Pour 2 raisons. La première, il veut pas lâcher sa Scuderia, c'est son bébé. Et d'autre part, il se sert de Ford pour augmenter sa valeur au prix de Fiat. C'est malin. Ford s'impatiente et Ferrari leur demande gentiment d'aller se faire foutre lorsqu'il se rend compte qu'il n'aura pas le contrôle du département compétition. D'un côté, nous avons Enzo Ferrari et de l'autre Henry Ford, 2 géants de l'automobile qui ont un point commun, l'ego. Henry Ford veut apporter sa pierre à l'édifice et jure qu'il prendra sa revanche. Il ira battre Ferrari sur leur terrain, les circuits. Ford a donc tout à construire. Il leur faut notamment un service compétition capable de remporter la plus grande course au monde. Évidemment, c'est ambitieux, mais ils ont de très gros moyens. Ford débarque dans la Sarthe avec ses GT40 en 1964. Leur voiture à la grosse cylindrée montre de très belles choses, avec notamment une très bonne vitesse de pointe. Mais elle manque cruellement de fiabilité. C'est donc un triplé Ferrari au terme de cette course, et à la 4e place, on retrouve malgré tout une Cobra Daytona managée par Carroll Shelby. Le vainqueur de l'édition 1959 va jouer un grand rôle chez Ford parce que c'est à lui que le constructeur américain va demander de développer le programme sportif de la GT40 au cœur de l'hiver 1964-65. Et ce, en lieu et place de John Wyer, qui avait été initialement choisi et qui avait fait triompher l'Aston Martin de 1959, piloté par Carroll Shelby. En 1965, Ford est mieux préparé et débarque avec 2 GT40 Mark II. Une confiée à Phil Hill et Chris Amon, l'autre à Bruce McLaren et Ken Miles. Mais si le redoutable 7 litres fait parler, 7 litres c'est... c'est américain. La fiabilité est encore fragile et toutes les Ford se retirent. Cependant, cette rivalité est déjà très populaire aux yeux des spectateurs.
Malgré les échecs des MK hihi, chez Ford, on est confiant. Le potentiel est bien là, ce sont les pilotes d'expérience qui le disent. En 1966, ça doit payer. Après un triplé aux 24 heures de Daytona et un doublé aux 12 heures de Sebring, à chaque fois mené par Ken Miles et Lloyd Ruby, les Américains arrivent confiants dans la Sarthe. Dan Gurney réalise la pole position avec la Ford numéro 3 à 230 km/h de moyenne. Ford sait qu'ils ont l'avantage du nombre, 13 GT40 au départ des 24 heures du Mans 66. Alors, pas toutes peuvent jouer la victoire. Ce sont les marques 2 qui doivent aller battre Ferrari, elles sont au nombre de 8. 8 voitures confiées à 3 équipes. Shelby American, où l'on retrouve dans la numéro 1 Ken Miles et Denny Hulme, dans la numéro 2 les Kiwi McLaren et Amon, et dans la numéro 3 Dan Gurney et Jerry Grant. Chez Holman & Moby, nous avons la 4 de Mark Donohue, j'ai fait aucun effort, et Peter Hawkins. Dans la numéro 5, Bucknum et Hutcherson, et dans la numéro 6, Mario Andretti et Lucien Bianchi. Les 2 autres sont confiés à Alan Mann, le responsable de Ford au Royaume-Uni. On y retrouve notamment Graham Hill dans la numéro 7. Bref, c'est une armée Ford. Sans oublier les 5 marques 1 qui lutteront dans leur catégorie. Chez Ferrari, on n'a que 3 330 P3 qui peuvent espérer la victoire. Et avec Rodriguez, Ginter, Parks, Guichet, Scarfiotti, Bandini, hors de question de se faire battre par ces Américains. Plus de 300 000 spectateurs sont présents sur place. À l'approche des 16 heures, le silence est profond, pesant sur l'enceinte du circuit. L'ambiance est solennelle, puissante, alors que Henry Ford attend, drapeau tricolore à la main, la seconde précise pour donner le départ des 24 heures du Mans. À l'abaissement du drapeau, les choses s'emballent aussitôt. Ken Miles a du mal à fermer la porte de sa voiture et au moment de partir, il s'accroche avec un concurrent. Rien de grave, mais sueur froide quand même. Le match Ferrari-Ford est lancé et ce sont 2 philosophies différentes. Ford est plus rapide, mais la Ferrari consomme beaucoup moins, à tel point que Rodriguez et Scarfiotti prendront les commandes. Mais en début de soirée, les choses s'emballent. Scarfiotti est pris dans un accident, Bandini a des problèmes de transmission et Rodriguez a des soucis de boîte de vitesse. C'est fini, il n'y aura pas de 10e victoire pour Ferrari. La course doit maintenant se jouer entre les différentes Ford, plus précisément entre les 3 Ford de Carroll Shelby. Malheureusement, celle de Gurney et Grant devra abandonner. La 1 et la 2 sont seules en tête, bien loin de la numéro 5. C'est alors qu'Henry Ford fait part de son souhait de voir ses voitures passer la ligne ex-aequo. Ken Miles et Bruce McLaren, escortés par la numéro 5, se mettent alors en formation. Il est 16h, Ford va battre Ferrari au Mans. Au final, la numéro 2 de Bruce McLaren et Chris Salmon l'emportera de 20 mètres devant Ken Miles et Denny Hulme. 20 mètres, l'écart le plus serré de l'histoire des 24 heures du Mans. Mais le public, lui, il garde un petit goût d'inachevé parce que le duel Ford-Ferrari, il a tourné trop court. Mais Henry Ford va vite les rassurer et donner un petit coup derrière le crâne à son équipe qui pensait que l'histoire était terminée. Non, Ford sera bel et bien là pour une revanche en 1967, rendez-vous dans un an. Et pour vous, ce sera après la pub. Ford continue de développer ses voitures, place aux marques 4, mais Ferrari ne reste pas sans rien faire et sort les P4. Il n'y a qu'une seule confrontation entre ces 2 voitures avant Le Mans, et c'est à Daytona. Et la course tombe entre les mains des Ferrari. Les 24 heures du Mans en 1967 s'annoncent comme l'édition du siècle. Cette confrontation dépasse le cadre du sport automobile. Ce sont 2 géants qui se battent pour la victoire aux 24 heures du Mans. Vainqueur l'an passé, Bruce McLaren décroche la pole position avec un chrono 6 secondes plus rapide que Gurney l'année précédente, 3 minutes 24 secondes et 6 dixièmes. Le départ est donné et c'est la surprenante Ford Mark II B, donc l'évolution de la génération précédente, qui prend la tête. La Chaparral 2F, innovante par son aileron arrière, prendra quelques minutes le commandement de la course au jeu des aérostands. Mais finalement, c'est la numéro 1 JJ Foyt et Dan Gurney qui prend la tête. Cette dernière est envoyée comme un lièvre pour forcer les Ferrari moins rapides à sortir de leur zone de confort. La vérité, c'est que c'est Ford qui va se faire piéger. Vers 3h du matin, Mario Andretti repart des stands sur sa Ford Mark IV avec des plaquettes de frein toutes neuves. Mais il ne pompe pas suffisamment sur sa pédale de frein et il vient percuter les fascines dans la descente vers les S du Tertre Rouge. Problème, 2 autres Ford qui jouaient la gagne surviennent alors sur les lieux de l'accident et ne peuvent éviter de percuter la Mark IV. D'un seul coup, 3 Ford s'auto-éliminent de la course. Ferrari est en embuscade en attendant que la Ford numéro 1 casse. Envoyée en lièvre, il est impossible que cette dernière tienne la cadence pendant 24 heures. Et pourtant, cette Ford GT40 MK4 rouge tient le rythme sans broncher. Edgy Foyt et Dan Gurney remportent les 24 heures du Mans. Shelby American et Ford font la passe de 2. Ferrari est de nouveau battu, même si cette fois il termine 2e. Mais un tournant dans l'histoire du sport automobile a lieu sur le podium. Foyt et Gurney reçoivent la traditionnelle bouteille de champagne. En 66, la bouteille destinée à Joe Seifert et Colin Davis, vainqueurs sur Porsche en catégorie 2 litres, n'avait pas été mise au frais. Et sur le podium, le bouchon a pété. Cocasse,
Mais en 67, Dan Gurney fait volontairement péter de champagne et arrose de toute personne se trouvant à portée du jet. AJ Foyt évidemment, mais aussi Carroll Shelby et Henry Ford II, entre autres. Ce jour-là, au Mans, Dan Gurney vient de créer la tradition de la douche au champagne. Mais au terme de cette édition 67, une page se tourne. Le duel Ford-Ferrari prend fin, le constructeur américain se retire officiellement de la compétition. C'est alors que d'autres noms vont émerger. Pendant que Ford et Ferrari se tiraient la bourre, les générations futures se préparaient. Comme on l'a vu, Carroll Shelby a remplacé John Wyer à la tête du programme Ford au cœur de l'hiver 64-65. John Wyer, en bon anglais, avait une approche de la course assez classique, assez conservatrice. Il pensait que la Ford GT40 Mark I avait tout ce qu'il fallait pour s'imposer, il fallait juste lui donner du temps. Mais chez Ford, on est impatient, donc on écarte John Wyer du programme sportif. Ce n'est pas pour autant qu'on l'écarte complètement du programme Ford. Non, on lui donne pour mission de fabriquer les 50 exemplaires de route de la GT40 Mark I nécessaires à son homologation. Et on lui confie également la mission de surveiller les GT40 clients. Donc les GT40 Mark I qui prennent part à la course en 66 et 67 aux côtés des voitures d'usine, pour la majorité, elles viennent de chez Wyer. De plus, ce Wyer crée la GW Automotive Engineering, toujours avec le soutien de Ford. Et en plus du soutien de Ford, il entame un partenariat avec la Gulf Oil Company qui souhaite s'engager en sport automobile. Vous sentez les pièces du puzzle se mettre en place? John Wyer a donc de l'argent et une idée. Son programme sportif démarre en 67 avec la Mirage M1, une Ford GT40 Mark I modifiée avant de prendre une toute autre tournure en 68. Mais n'allons pas trop vite. En 1966, un pilote faisait ses débuts au Mans chez John Wyer, un jeune belge du nom de Jackie X. Aux côtés de Johan Nierpach, qui sera l'un des responsables du programme Mercedes à l'époque de Sauber, et qui fait partie des quelques personnes qui ont révélé Michael Schumacher. Mais ne nous égarons pas. Jackie X a vite fait ses preuves, notamment chez lui à Spa lors des 1000 km en 1967 avec la Mirage M1 de John Wyer. Sous la pluie, il fera un récital qui le conduira à la victoire. Continuons de placer le contexte car en 66, c'est également les débuts dans la Sarthe d'un certain Henri Pescarolo. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé des Français aux 24 heures du Mans, mais sachez que dans les plus petites cylindrées se battent des constructeurs tricolores, Matra et Alpine. Mais j'ai envie de vous parler d'un autre constructeur qu'on n'a que très subtilement évoqué depuis le début de notre série, un constructeur allemand du nom de Porsche. Porsche est présent dans la Sarthe depuis 1951 avec la 356. Depuis, elle évolue dans les petites et moyennes cylindrées, mais n'a pas manqué une seule édition depuis ses débuts. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Porsche est aux 24 heures du Mans depuis 1951. Une fidélité inégalée. Mais dans cette deuxième partie des années 60, Porsche se rapproche du sommet. Proche du titre en 64 et après plusieurs victoires de classe, les Allemands comptent sur leurs 907 et 908 pour challenger Ford. Nos différentes histoires vont s'entrecroiser à partir de 68. Et c'est en partie dû à un bouleversement réglementaire voulu par la CSI, l'ancêtre de la FISA. Les dirigeants sont affolés par les performances de l'édition 1967. Donc, au cœur de l'automne, ils décident de bannir les sports de plus de 5 litres et les prototypes de plus de 3 litres. Bim! Ça va trop vite, il faut ralentir tout ça. Cela signifie que sont désormais bannis de la course les Ford Mark IV, les Ferrari 330 P4, les Chaparral 2F et les Mirage M1 de John Wyer. Rien que ça. Le visage de l'endurance change donc dramatiquement et John Wyer de son côté décide de réutiliser la Ford GT40 Mark I. Certains disent que les relations entre le prince de Metternich, le président de la CSI, et Porsche ont poussé un petit peu pour prendre cette décision. Ah bah, le sport et la politique, vous commencez à en avoir l'habitude sur cette chaîne. Se retrouvent donc parmi les favoris John Wyer avec ses Ford GT40 MK1 et Porsche avec ses 907 et 908. Mais il faudra attendre avant l'édition de 1968 car les nombreuses grèves et manifestations forcent la CO à déplacer son épreuve en septembre. Ce qui arrange pas mal Porsche, Alfa Romeo, Alpine et Matra, comme ça ils ont un petit peu plus de temps pour se préparer. Et ce qui emmerde pas mal John Wyer qui lui était prêt pour juin. De plus, les concurrents vont découvrir un circuit modifié. En effet, afin de ralentir les voitures, une chicane est installée à l'entrée de la ligne droite des stands. Elle est baptisée Chicane Ford. Le public et de manière générale certains puristes boudent, mais c'est pour la sécurité. Cette édition 1968 va donc être très particulière. Et malheureusement pour John Wyer, à quelques semaines de la course, il perd ses deux pilotes vedettes, Jackie X et Brian Redman, qui se blessent tous les deux dans des accidents de Formule 1 à quelques semaines d'intervalle. Il doit donc les remplacer et pour cela il trouve une solide paire d'as, à savoir Lucien Bianchi tout d'abord,
puis Pedro Rodriguez. Le duel Ford-Porsche arbitré par les Françaises, Alfa Romeo et Lola peut donc commencer. C'est la folie dès le départ. Comme beaucoup d'autres, Willy Meiress ne prend pas le temps de s'attacher une fois qu'il a sauté dans sa voiture. De plus, sa portière ne se ferme pas et le pilote fera une sortie de piste dans la Hunaudière. Willy Meiress ne pilotera plus jamais. Les Porsche prennent les commandes de la course et s'échappent très vite. Peut-être trop vite, car une montagne de problèmes va s'abattre sur les voitures de Stuttgart. Ford n'est pas épargné non plus, car Brian Muir sortira de la piste à Mulsanne et se tanquera dans le talus de sable. Il passera 3 heures à déblayer sa voiture et cramera l'embrayage. Et au jeu de toutes ces péripéties, la numéro 9 de Rodriguez et Bianchi prend la tête de la course. Mais la Matra numéro 24 de Johnny Servoz-Gavin et Henri Pescarolo remonte. Il pleut régulièrement pendant cette course et cela nivelle certainement le niveau des performances des différentes voitures. Mais malheureusement, durant la nuit, lorsque la pluie s'intensifie, le moteur d'essuie-glace de la Matra, lui, il décide que non, moi, je m'arrête là. À son volant, Johnny Servoz-Gavin est aveuglé. Il rentre donc au stand et il déclare « Non, moi, je m'arrête là ». Que fait donc Jean-Luc Lagardère, le patron de Matra? Il décide d'aller réveiller Henri Pescarolo qui est dans sa caravane et celui-ci refuse d'abandonner. Sous la pluie, de nuit et sans essuie-glace, il prend le volant. Le public est stupéfait par sa performance. Il tient toute la nuit et garde sa Matra sur le podium. Henri, qui vit ses 3e 24 heures du Mans, se fait un nom, un acte héroïque. Au petit matin, alors que la pluie diminue, il laisse à nouveau le volant à Johnny Servoz-Gavin. Malheureusement, cette Matra numéro 24 connaîtra un autre souci lorsqu'un incendie se déclenche après une crevaison. Crève-cœur pour Pescarolo qui est cependant le vainqueur moral de cette édition 68. Aux alentours de midi, la numéro 9 a course gagnée et Lucien Bianchi est dans la voiture. Dans le même temps, chez l'Alpine A220 de son frère Mauro, le grand-père de Jules, reprend la piste après un arrêt à rallonge. Mais le frère de Lucien n'a pas été mis au courant que ses plaquettes ont été changées, et lors du premier freinage au S de la forêt, sa pédale va jusqu'au fond. Mauro sort de la piste. La voiture qui vient de faire le plein d'essence s'enflamme immédiatement. Mauro parvient à s'extraire mais il est très sévèrement brûlé. Lucien, qui est en tête de course, reconnaît l'épave de l'Alpine et il est très inquiet. On l'informe via le panotage que Mauro est ok, mais cet accident ternira la joie de la victoire de Lucien Bianchi, qui remporte les 24 heures du Mans avec Pedro Rodriguez. John Wyer avait raison. Cette MK1 a tout pour remporter l'épreuve. Oui, enfin, le contexte a quand même pas mal changé. Quoi qu'il en soit, c'est une 3e victoire pour Ford. Mais attention aux proto 3 litres qui se sont montrés très véloces. La revanche en 69. Après 3 éditions légendaires, c'est la passe de 4 en 1969. John Wyer fait toujours confiance pour Gulf à ses Ford GT40 Mark I. De son côté, Porsche a eu le temps de peaufiner ses 908, mais il sort également un monstre de légende, la Porsche 917. De leur côté, les Français sont toujours là, Matra et Alpine progressent gentiment. Jackie Ickx, lui, cette fois-ci, il est en forme et il est prêt à décrocher sa première victoire dans la Sarthe. En revanche, pour le héros de 1968, Henri Pescarolo, c'est une toute autre histoire. Alpine et Matra ont obtenu la privatisation de la ligne droite des Hunaudières afin de tester leur bolide. Henri teste la nouvelle MS 640, mais celle-ci est instable. Pescarolo perd le contrôle de sa voiture et s'envole. La Matra percute en poteau télégraphique, un arbre et s'enflamme. Henri s'éjecte de ce brasier et se jette dans le roule-crotte, le ruisseau. Mais évidemment, il n'est pas indemne et l'édition 69 se fera sans lui. Enfin, sans lui... Il commentera malgré tout la course depuis son lit d'hôpital. Malheureusement, ce n'est pas le seul accident. Durant les essais préliminaires, quelques semaines plus tôt, Lucien Bianchi s'est craché dans les Hunaudières et y a laissé la vie. Un disparu de plus dans le monde du sport automobile. Jackie Stewart a lancé sa croisade pour la sécurité et il trouvera plusieurs alliés, notamment Jackie Ickx. Le Mans est très dangereux et les pilotes imposent une mise en place des rails de sécurité tout autour du circuit. Mais revenons au sport. On s'attend à la revanche de Porsche face aux vieillissantes GT40. Le constructeur allemand aligne ses nouvelles 917 mais ne mise pas tout dessus. Une nouvelle voiture n'a que peu de chances de triompher au Mans. Et s'il y a 2 917, on retrouve 4 modèles de 908. Entre classique, coupé et Spider, il y a le choix. Porsche marque sa présence. Les Allemands peuvent compter sur des Hermann, Seifert, Larousse ou Redman. Ickx se retrouve alors avec un nouvel équipier, un autre Jackie, Oliver. Dans l'autre voiture, on retrouve Hobbs et Halewood. Acte 2 du duel Porsche-Ford, c'est parti. Dès que le drapeau français s'abaisse pour donner le départ, Jackie Ickx marque l'histoire du sport automobile. Fatigué par la dangerosité du sport auto et surtout par le manque de considération des instances, Jackie va protester.
Contrairement à ses collègues, il rejoint sa voiture en marchant et prend bien le temps de s'attacher avant de partir. Il s'énonce bon dernier des 24 heures du Mans, tandis que devant, le poleman Rolf Stommelen sur Porsche 917 s'échappe en tête, suivi par l'autre 917 piloté par Vic Elford. Une troisième 917 est présente dans cette course, mais elle est engagée à titre privé par l'anglais John Wolfe. John décide de prendre le départ lui-même et il cafouille un peu au départ, il a du mal à démarrer, il s'élance loin dans le peloton et il commence à remonter gentiment au cours de son premier tour. Un premier tour qu'il va malheureusement achever à Maison Blanche. Il perd le contrôle de la voiture, elle heurte les fascines de droite et de gauche, elle est pulvérisée, le pilote est éjecté, il est tué sur le coup. Cet événement tragique du départ des 24 heures 1969 aura des conséquences sur lesquelles nous allons revenir rapidement. En attendant, cet accident de la 917 bloque la piste et les voitures étant derrière John Wolfe restent à l'arrêt pendant 50 secondes, y compris Jackie Hicks. Pendant ce temps, Stommelen et Porsche prennent de l'avance. Et le constructeur allemand va dominer outrageusement l'épreuve, du moins une partie de l'épreuve. Les 917 montrent des signes de faiblesse. Stommelen sera victime de soucis d'embrayage. Seifert et Redman casseront la boîte. Le lendemain à 11h, alors en tête, la 917 d'Elford et Atwood s'arrête au stand mais ne repart pas, embrayage cassé. On s'attend à ce que la 908 numéro 22 prenne la relève, mais elle s'arrête un tour après. C'est la débâcle. C'est alors qu'émerge en tête la Ford de Hicks et Oliver. Elle semblait hors jeu pour la victoire, mais aux 24 heures du Mans, la vitesse ne fait pas tout. Les deux Jackie ont suivi leur plan de marche tranquillement et à 3 heures de l'arrivée, ils sont en tête. Mais cette Ford GT40 n'est pas tranquille pour autant, car la Porsche 908 de Hans Herrmann et Gérard Larousse est menaçante. Le français remonte fort, mais chez Porsche, on décide de laisser le relais final au très expérimenté Herrmann. Chez Ford, c'est Hicks qui va terminer. C'est le sprint final. Dans les dernières minutes de course, jamais les deux hommes ne sont séparés par plus de 3 secondes. Leurs voitures ont des qualités notablement différentes. La Porsche 908 est plus rapide que la Ford en ligne droite. La Ford est plus à l'aise dans les grandes courbes rapides que la Porsche. Suite à un arrêt au stand un peu long en début de course, Herrmann et Larousse ont dû attaquer fort sur leur Porsche 908 pour remonter, et le moteur en a légèrement souffert. De plus, les freins sont usés. Alors que sur la Ford, on vient tout juste de changer les plaquettes, elles sont neuves. Le combat semble déséquilibré, mais en fait, il va être épique. Pour Jackie Hicks, c'est fini l'économie, il lâche les chevaux. Hans Herrmann n'est lui pas en confiance avec ses freins, mais il ne lâche pas. Les deux pilotes se passent et redépassent sans jamais se distancer. Le truc, c'est qu'à attaquer comme ça, les réservoirs se vident plus vite. Hicks entame le dernier tour en tête, mais Herrmann le dépasse dans l'inaudière. Oui, mais cette ligne droite est très longue et Hicks a le temps de repasser avant Mulsanne. Le Belge a fait le boulot. Herrmann ne pourra pas contre-attaquer avec ses soucis de frein. La course est jouée. Hicks passe Indianapolis, puis Harnage, Maison Blanche et arrive à la chicane Ford. Oui, mais sortant de cette chicane, le drapeau damier n'est pas présenté. C'est trop tôt. Il manque 20 secondes, donc les deux hommes repartent pour un tour. Jackie Hicks vient de montrer son jeu à Herrmann. Ce dernier tour va être encore plus délicat. Herrmann est intelligent et cette fois-ci, il n'attaque pas Hicks dans les hunaudières. Il a compris. Le Belge ralentit alors. Il essaie de faire croire à l'Allemand qu'il est en panne d'essence, mais Hans n'est pas dupe. Il ralentit aussi, avant d'appuyer sur le champignon et de dépasser Hicks pour prendre la tête. Le piège se referme et Jackie fait de même. Il tombe une vitesse, se cale derrière la Porsche avec la Spie et reprend la tête avant Mulsanne. Cette fois-ci, c'est bon. Ce final est complètement dingue. Herrmann ne lâche pas son rival mais ne peut pas attaquer. Jackie Hicks remporte les 24 heures du Mans avec Jackie Oliver 1 seconde devant la Porsche d'Hans Herrmann et Gérard Larousse. Certes, l'écart entre McLaren et Miles était plus serré en 66, mais il était artificiel. Celui de 69 est réel. C'est réellement l'écart le plus serré de l'histoire des 24 heures du Mans. John Wyer a de nouveau triomphé et Ford décroche une 4e victoire au Mans. C'est complètement fou. L'époque Ford est maintenant passée, place à une nouvelle ère. Attention, Ford continuera malgré tout de rouler au Mans, mais ce sera plus discret. Après un passage en GT1 qui a d'ailleurs vu Romain Grosjean rouler en 2010, les Ford GT seront au Mans de 2016 à 2019 en GTE et remporteront des victoires de prestige. En 1970, Porsche fait figure d'archi-favori. Cette fois-ci, la 917 semble être prête à triompher. 3 équipes représentent l'usine Porsche. D'un côté, on a le Martini Racing International, de l'autre, on a le Porsche KG Salzbourg, et enfin, on a le John Wyer Automotive Engineering. Ouais, John Wyer, il est passé de Ford à Porsche, et il accole sur les 917 ses couleurs bleu et orange. Oui, les couleurs Gulf. De l'autre côté, on a Ferrari avec des 512 qui sont encore très jeunes.
Mais il se passe quelque chose de particulier pour cette édition de 24 heures du Mans 1970. Les dernières années ont été très populaires et cela attire l'attention du cinéma. En 1970, Lee H. Katzin avec Steve McQueen viennent tourner leur film en partie pendant la véritable course. Une prouesse technique que Louis-Pascal Couveler réitéra en 2002 avec Michel Vaillant. Le héros de BD n'est jamais bien loin du Mans. En 2022, le TDS Racing arborait la livrée de Henry, tout comme la Rébellion en 2017, qui est pour moi l'une des plus belles livrées du Mans. Mais Michel Vaillant s'est déjà engagé à titre officiel, comme en 97. Pour revenir au cinéma, Le Mans et Michel Vaillant ne sont pas seuls. En 2019, James Mangold réalise Le Mans 66, Ford versus Ferrari aux États-Unis, avec Matt Damon et Christian Bale. On a eu aussi d'autres films où Le Mans a servi de décor, mais revenons à l'édition de 70. Oui, parce qu'il y a encore quelques changements importants. Tout d'abord, depuis l'édition 69, le circuit est largement bordé de rails de sécurité. De plus, après le départ tragique de l'édition 69, cette fois-ci, le départ type Le Mans est abandonné. Malgré tout, on maintient encore pour une année un départ en épi où les pilotes sont déjà installés à bord et sanglés. Le problème, c'est qu'il fallait plusieurs personnes pour les drapeaux, et il fallait synchroniser tout le monde. C'est pas évident. Cette idée sera abandonnée en 1971 et le départ type Indianapolis qu'on connaît aujourd'hui sera adopté. De plus, cela a permis de mettre un rail de séparation entre la piste et les stands. Les Porsche sont au-dessus du lot dans cette édition 70, mais la pluie viendra balayer certaines voitures de la course, piégeant même les meilleurs dans ces conditions comme Jackie X, désormais passé chez Ferrari. C'est une hécatombe. Sur 51 voitures au départ, seulement 7 sont en mesure de finir la course. Battu en 69, Hans Hermann, accompagné cette fois par Richard Atwood, offre à Porsche sa première victoire aux 24 heures du Mans. C'est même un triplé Porsche avec Larousse Eckhausen 2e et Mark Collins 3e. Pour 1971, les Porsche 917 évoluent. Le départ lancé est inauguré et Pedro Rodriguez prendra la course à son compte avec la Porsche du John Wyer Automotive. Mais malgré avoir réussi à placer ses 3 voitures aux 3 premières places, John Wyer ne remportera pas cette course. Celle-ci tombe entre les mains de la numéro 22 du Martini Racing piloté par Guy van Lennep et Helmut Marko, plus calme et s'en tenant au plan de marche. Cette édition verra également une voiture très spéciale. La Porsche 917K numéro 23 pilotée par Reinhold Just et Willi Kausen. Elle arbore une livrée assez peu conventionnelle, le cochon rose, la Pink Pig. Elle sera d'ailleurs responsable de la perte du sponsor Martini pour l'année suivante. Cette voiture n'ira pas au bout, mais du fait de sa livrée complètement atypique, elle marquera l'histoire. Mais les choses vont encore changer pour l'édition suivante. On a vu Jackie X, Hans Hermann et Porsche prendre leur revanche aux 24 heures du Mans, c'est au tour des Français. Voilà 22 ans qu'un constructeur français ne s'est pas imposé dans la Sarthe. Il faut remonter à Louis et Jean-Louis Rosier sur Talbot en 1950. La meilleure carte, c'est maintenant Matra qui arrive avec les MS 670. En fait, s'ils peuvent prétendre à la victoire, c'est en grande partie à cause de la fusion entre Groupe 6, où évoluaient Porsche et Ferrari, et le Groupe 5, où évoluait Matra. Ce qui, en pratique, limite la taille des cylindrées à 3 litres. Entre autres. Un règlement très appuyé par Jean-Luc Lagardère dont on connaît les relations politiques. Et Jean-Luc confie son équipe à un certain Gérard Ducarouge avec comme objectif évident, gagner les 24 heures du Mans. Pour cette édition, l'ACO fait évoluer considérablement son tracé. Les unodières sont élargies, mais surtout, il y a l'apparition d'une nouvelle portion de 3 km après Arnage, juste avant Maison Blanche. Une nouvelle portion dont les premiers virages sont connus aujourd'hui comme virage Porsche. C'est tout nouveau. Bref, la pression pour Matra est énorme qui a réellement tout donné pour cette course. Mais dès les essais, Sévère rassure tout le monde en signant la pole position. Le départ est donné à 16h par le président de la République, Georges Pompidou. Mais alerte rouge dès le deuxième tour lorsque la Matra de Jean-Pierre Beltoise s'enflamme et s'arrête devant le président de la République. Heureusement, ce problème ne touchera pas les deux autres 670. On assiste alors à un duel entre la 14 de François Sevère et Howden Ganley et la 15 de Graham Hill et Henri Pescarolo. Graham a déjà fini deuxième des 24 heures du Mans dans les années 60 avec Ferrari. Il a gagné le Grand Prix de Monaco à 5 reprises ainsi que les 500 miles d'Indianapolis en 66. Il joue la triple couronne. Henri est quant à lui le héros de l'édition 108 et il veut à tout prix gagner cette course. Et il faut croire que son casque vert lui porte enfin chance. La numéro 14 des victimes d'un souci en fin de course et la France retrouve la victoire au Mans. Matra, Pescarolo, il s'impose 22 ans après Talbot. Graham Hill devient ce jour-là vainqueur de la triple couronne. Il n'a jamais été égalé depuis. Parmi nos protagonistes de l'époque Ford, l'un d'entre eux n'a pas encore eu sa revanche, il s'agit de Gérard Larousse. Il a fini deuxième en 1969, deuxième en 1970, et pour l'édition 1973, il est allié à un certain Henri Pescarolo.
Pour cette édition, Matra remet bien évidemment son titre en jeu, mais attention, Ferrari sonne la charge. Ils reviennent et ils veulent absolument cueillir leur 10e victoire dans la Sarthe. La bataille va être plus serrée. Malgré ces 4 voitures, Matra voit Ferrari prendre les devants avec Merzario et Pace. Ces derniers jouent les lièvres pour piéger les bleus, mais eux-mêmes seront piégés. Fuite de carburant. Les Matra ont une ouverture, mais elles sont toutes victimes de problèmes. Toutes, sauf la bleue, blanche et verte de Pescarolo et Larousse, qui évitent sagement les problèmes. Henri Pescarolo et Gérard Larousse remportent l'édition 73 à l'usure. Gérard est enfin récompensé et Matra peut savourer son 2e succès. Jamais 203 apparemment, donc voyons voir en 74. Pour cette édition, John Wyer revient à la charge, cette fois-ci avec Mirage. Les GR7 semblent prêtes. N'oublions pas les Porsche 911 Carrera Turbo qui sont en embuscade, mais Matra sont les favoris. Avec 4 voitures, ils peuvent prétendre un 3e succès consécutif. Si Henri Pescarolo prend de suite les commandes de la course, celle-ci n'est pas de tout repos pour les Bleus. En début de soirée, en effet, Jean-Pierre Jarier s'accroche avec une Porsche Crémer dans les stands. Celle-ci lui a littéralement coupé la route en repartant. La Matra est cassée et le règlement est clair, il est interdit de réparer sa voiture ailleurs que dans la zone des stands. Le pilote est livré à lui-même. Du coup, les mécaniciens Matra vont cacher une clé plate dans un sandwich qu'ils vont apporter à Godaz de plomb. Il parviendra à réparer, mais son moteur cassera un petit peu plus tard. Comme celui de la numéro 8 pilotée par Josso, Volek et Dolem. Même la numéro 7 de Pescarolo et Larousse a des soucis. Le dimanche matin, vers 11h, alors que la Matra est confortablement installée au commandement avec plus de 10 tours d'avance sur la Porsche 911, la boîte de vitesse refuse tout service. Ouais, la boîte de vitesse Porsche de la Matra va peut-être permettre à Porsche de gagner. Ironique, hein. Mais Henri et Gérard mènent intelligemment le reste de la course et ils reprennent rapidement de l'avance sur la Porsche. Ils s'imposent de nouveau aux 24 heures du Mans, qui plus est en ayant mené la course de bout en bout, comme Gonzalez Trintignant en 1954 et Jean de Bienfrère en 1960. 3e victoire pour Matra et Pescarolo, 2e pour Larousse. Après avoir attendu 22 ans, la France vient de remporter 3 succès d'affilée. Et c'était la dernière victoire de Matra qui se retire à la fin de la saison. 1975 sera une année de transition avant le retour du groupe 676 qui verra un nouveau constructeur français se battre pour la victoire. Puis d'autres histoires magnifiques nous attendent, mais ça, ce sera pour le prochain épisode. Je suis sûr que vous savez ce que je vais dire. Je remercie évidemment Laurent Chevaux et Alex Le Dormeur du Val pour leur participation à la vidéo. Je vous invite également, on vous oblige à aller voir la chaîne et à aller suivre Laurent Chevaux sur YouTube et sur ses différentes plateformes. Je vous ai mis tous les liens en description. Vous trouvez également en description des liens qui me concernent. Puis vous savez quoi faire sur la plateforme. Surtout, n'hésitez pas à partager cette série, c'est très important. Mais surtout, n'oubliez jamais, le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto, continuer d'aimer les 24 heures du Mans. Rendez-vous dans quelques jours pour l'épisode 3.